Aucune autre société ne brasse autant d'argent que BlackRock. Elle a le bras long en politique et influence même des gouvernements. Mais personne n'en parle. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. Qui est le plus grand fonds de gestion d'actifs financiers au monde? BlackRock. BlackRock a porte ouverte à l'Elysée. Connaissez-vous le point commun entre Amazon, BNP Paribas, Netflix et Apple? Toutes ces giga-entreprises ont parmi leurs principaux actionnaires un autre géant tentaculaire, BlackRock. BlackRock, c'est 14 000 milliards de dollars d'encours sous gestion, plus que le PIB du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne réunis. C'est la société de gestion d'actifs numéro 1 au monde. Actionnaire de presque toutes les plus grandes entreprises cotées en bourse du monde, du CAC 40, du S&P 500, on dit qu'elle posséderait les banques, les médias, les labos pharmaceutiques et peut-être même vos maisons. Vous verrez qu'elle a même conseillé certains gouvernements, notamment le gouvernement français. I think BlackRock is an extremely dangerous company. Car derrière ces 14 000 milliards, il y a un secret, une certaine force technologique invisible qui inquiète, un certain cerveau hyper puissant qui traite des millions de données chaque seconde et influence les plus grandes décisions financières de la planète. Alors jusqu'où s'étend cette influence et cette puissance? Faut-il s'en inquiéter? Selon certains, BlackRock dirige déjà le monde dans l'ombre. Mythe complotiste au pouvoir bien réel. Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale? Alors, avec mon équipe, on a lu, épluché, analysé, on a demandé et aujourd'hui, on a enquêté sur BlackRock. Et vous allez connaître la vérité une bonne fois pour toutes. Vous verrez notamment que le danger n'est pas toujours là où on l'attend. Donc, quelle est cette incroyable arme secrète de BlackRock? Quelle est leur influence politique? Et pour comprendre tout ça, parlons d'abord du soi-disant maître du monde, le PDG de BlackRock, Larry Fink. Pour comprendre qui est derrière BlackRock, il faut remonter en 1952 en Californie. Lawrence Douglas Fink, dit Larry Fink, naît le 2 novembre 1952 à Los Angeles dans une famille de classe moyenne. Il étudie à l'université de Californie où il obtient une licence en sciences politiques. Mais Larry décide de ne pas s'arrêter là. I knew I wanted to do something different. When I graduated undergraduate, I knew I did not wanted to go right to work. En 1976, il décroche un MBA en immobilier, un détail qui va se révéler crucial pour la suite. Il quitte alors la Californie pour New York et parvient à se faire embaucher dans la division des obligations d'une banque très influente, First Boston. Les obligations vont devenir la spécialité de Larry. Imaginez que vous prêtiez un parapluie à quelqu'un. En échange, il vous fait deux promesses. Payer un loyer régulier, pour les obligations ça s'appelle un coupon, et deuxièmement, vous rendre le parapluie à une date précise. Quand tout va bien, vous touchez vos loyers et vous récupérez votre parapluie à la fin. Mais si une grosse tempête arrive, le risque apparaît. Le parapluie peut revenir en retard ou abîmé. Les obligations, c'est exactement pareil. Les investisseurs prêtent de l'argent à un État ou à une entreprise en échange de paiement d'intérêts et du remboursement du capital à l'échéance. Mais il y a un risque, celui du non-paiement des intérêts ou de non-remboursement. Larry, lui, travaille sur des obligations un peu particulières. Ce sont des produits innovants qu'on appelle dans le jargon des créances titrisées. Il transforme en fait des crédits immobiliers contractés par des particuliers en obligations. D'où l'intérêt de son MBA en immobilier. Je vous explique. 1000 prêts immobiliers sont mis dans un pool, un panier, puis transformés en obligations vendues à des investisseurs sur les marchés financiers. Ça s'appelle des MBS. Mortgage Backed Securities. Si je vous parle de ça, c'est parce que ces MBS vont jouer un rôle capital dans la suite de l'histoire et notamment ensuite dans la crise des subprimes. Ces MBS sont de véritables bombes à retardement et personne à ce stade n'imagine la portée des répercussions futures. En 1983, à seulement 31 ans, Larry Fink devient le plus jeune directeur général de l'histoire de la banque First Boston. C'était un enfant prodige, un véritable crack. Les traders d'alors travaillent dans d'immenses salles de marché et réalisent des gains incroyables. L'actuel PDG de BlackRock aurait joué pas moins d'1 milliard de dollars en bourse avec son service. Mais soudainement, le conte de fées prend fin. Et tout bascule en 1986. Il commet une terrible erreur qui fait perdre 100 millions de dollars à sa firme. And I actually, Peter, never forgave myself. The fact, that I allowed myself to be put in a position to taking on this type of risk without
the knowledge of the type of risk we were taking. Mais comment Larry a-t-il pu commettre une telle erreur? Voilà le cœur du problème. Les MBS reposent sur des crédits immobiliers. Ils rapportent de l'argent tant que les emprunteurs paient leurs intérêts. Larry et son équipe parient sur une hausse des taux. Dans ce scénario, tout fonctionne. Si les taux montent, les gens gardent leur crédit existant à taux plus bas et donc tout va bien. Sauf que, les taux baissent. Les emprunteurs refinancent donc leur crédit pour profiter de meilleures conditions et remboursent donc leur crédit plus tôt que prévu. Résultat, les MBS ne touchent plus les intérêts attendus et perdent de leur valeur. La facture pour la banque de Larry Fink First Boston s'élève à 100 millions de dollars. Pour Larry Fink, ce n'est pas seulement une perte financière, c'est une humiliation publique. Le prodige devient en fait dans le milieu un paria et il est poussé à la démission. Quand vous prenez un tel bouillon, on vous évite dans l'ascenseur comme si vous étiez pestiféré. Plus personne ne veut être vu avec vous. And I actually felt very isolated and a lot of finger pointing and all that stuff. And when you made a lot of money, then there was a partnership. When you lost money, there was no partnership and no support. Cette erreur va marquer Larry au fer rouge. Elle va même le transformer. Larry Fink en tire une obsession froide et méthodique, ne plus jamais subir un risque qu'il ne comprend pas. Et de cette obsession va naître quelque chose de bien plus grand qu'une seule revanche personnelle, le géant BlackRock. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir, et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment, reprendre la main sur votre argent. Mais S'Investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie. Et c'est aussi le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € à investir avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout pour ne rien rater, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Nous sommes maintenant dans les années 80. L'informatique explose, les ordinateurs deviennent plus puissants, plus accessibles et les grandes entreprises commencent à s'en équiper en masse. Larry a alors une vision. Il veut créer une société qui analyserait rigoureusement chaque risque en s'appuyant sur les technologies modernes. Pour cela, il rassemble une équipe de spécialistes avec notamment de fidèles membres de son ancienne équipe. Seulement, il n'a pas de fonds pour se lancer. Et après son lamentable échec, personne ne veut lui donner sa chance. Personne sauf Steve Schwarzman, le cofondateur de Blackstone, un fonds de private equity, un fonds investissant dans des entreprises non cotées en bourse. He had more trust in me than I had in myself, and I was asked to become the fourth partner of the Blackstone Group. They provided the capital for us to start. Blackstone accepte de créer une division sur les obligations. Elle héberge la nouvelle entreprise de Larry dans ses bureaux et la finance avec un prêt de 5 millions de dollars en échange de 50% des parts. Nous sommes en 1988 et c'est la naissance de Blackstone Financial Management, BFM. Rien à voir avec le média d'information en continu. BFM pour Larry, c'est une bouée de sauvetage. Et c'est un partage de pouvoir entre 2 visions qui vont se révéler finalement diamétralement opposées. La promesse de BFM est simple. Investir dans des produits d'obligations devenant de plus en plus complexes pour les investisseurs pour comprendre et maîtriser les risques. Et c'est un grand succès. En 1992, BFM gère déjà 17 milliards de dollars d'actifs et pour affirmer une identité propre et se différencier du private equity de Blackstone, elle prend alors un autre nom, le nom de BlackRock. Et donc au départ, tout semble fonctionner. Mais très vite, une ombre apparaît au tableau. Steve Schwarzman et Larry Fink ne voient pas du tout l'avenir de la même façon. Pour Schwarzman, BlackRock doit rester une division parmi d'autres, solidement intégrée à Blackstone. Pour Larry Fink, au contraire, une chose est claire, cette activité ne peut réussir qu'en étant complètement indépendante, libre de ses choix et de sa stratégie. Les tensions montent, les 2 visions s'opposent et en 1994, le point de rupture est atteint. C'est le divorce. Larry Fink obtient gain de cause. Blackstone finit par vendre ses parts de BlackRock pour environ 240 millions de dollars et BlackRock prend son indépendance. Schwarzman vient, mais il ne le sait pas encore, de laisser filer ce qui deviendra le plus grand géant financier de l'histoire. Une erreur héroïque, dira-t-il des années plus tard. Sous la direction de Larry Fink, BlackRock continue de progresser et en 1999, la société entre en bourse au prix de 14 $ par action. Aujourd'hui, le prix de l'action a atteint environ 1100 $. Mais Larry ne va pas s'arrêter là.
Il s'adapte en permanence et diversifie les placements qu'il propose. Dans les années 2000, il crée BlackRock Private Equity Partners qui vient concurrencer directement Blackstone. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais s'il en est arrivé là, c'est parce que Larry possède un avantage unique sur tous ses concurrents, une arme secrète née de son obsession pour la gestion du risque, une arme qui va peu à peu devenir un outil stratégique de BlackRock d'une puissance inégalée. Sujet même à de nombreux complots, cette arme serait même à la base de toutes les décisions financières les plus importantes au monde. Comme dans le conte Aladdin, il y a bien un génie ici, sauf qu'il ne se cache pas dans une lampe, mais dans un circuit intégré. I'm smarter than any algorithm. More powerful than any processor. Because I am Aladdin. Because I am Aladdin. A new kind of intelligence. For a new world of investing. Larry Fink n'est pas seulement un financier très doué, il a une vision. Il veut créer une structure capable de modéliser, d'analyser et de gérer le risque, et il va inscrire cette caractéristique dans l'ADN de BlackRock. BlackRock va donc créer Aladdin, le système informatique qui analyse les risques, simule des scénarios de marché, pilote des milliers de milliards de dollars d'investissement en temps réel. À l'époque, beaucoup de gérants fonctionnent encore à l'instinct. Larry Fink, lui, fait un pari différent, celui de la technologie. Il est l'un des premiers à utiliser les statistiques, les probabilités, les algorithmes pour prendre des décisions financières éclairées. Pour cela, il va développer une architecture à la hauteur de son outil. Dans ce qui ressemble à des entrepôts, se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. Alors au début, c'est juste un logiciel interne qui analyse les risques des obligations, gère les portefeuilles et propose des solutions d'investissement. Mais au fur et à mesure qu'il emmagasine des données et avec l'intégration progressive de l'intelligence artificielle, des années avant ChatGPT, il devient de plus en plus performant, jusqu'à être capable d'analyser des millions de scénarios de marché. In 2017, we created an AI lab and called it an AI lab at Stanford University, 2017. Because we believe that the analytics, the algorithms associated with big data analysis is going to create a differentiated, ideas to produce better net returns, and our systematic equity team has proven that. We believe that using better AI tools will create more efficiencies within the organization. Et Aladdin va peu à peu étendre son expertise aux autres classes d'actifs. Actions cotées en bourse, private equity, immobilier. Dans les années 2000, Larry décide de ne pas s'arrêter là. Il va prendre une décision contre-intuitive, mais qui se révélera être un coup de génie. Il décide tout simplement de mettre son précieux outil Aladdin à disposition de ses concurrents. Il commercialise alors Aladdin auprès des banques, des fonds de pension et d'autres institutions financières. Cette décision peut sembler étrange, mais elle est en réalité visionnaire. En fait, c'est le jackpot pour BlackRock. En ouvrant Aladdin à ses concurrents, Larry Fink comprend avant tout le monde que la vraie valeur n'est plus seulement dans la gestion d'actifs, mais dans l'infrastructure qui permet de gérer le risque. Aladdin devient un standard. Grâce à ce double positionnement, BlackRock change totalement de dimension. Et surtout, plus Aladdin est utilisé, plus il devient puissant. Chaque nouveau client renforce le système, ajoute des données, permet à Aladdin de s'entraîner. Un cercle vertueux qui donne à BlackRock une avance que ses concurrents ne pourront plus jamais rattraper. Les modèles d'Aladdin deviennent donc de plus en plus précis, les analyses sont de plus en plus pointues, le système devient de plus en plus puissant, les résultats optimisés, la confiance et la crédibilité renforcées, ce qui amène encore plus de clients. Larry Fink est en fait en train de construire un monstre d'intelligence qui va peu à peu prendre des proportions hors du commun. Aladdin ne cesse de se développer. Today is going to be one heck of a day. Today I'm going to be in New York, London, San Francisco, and Hong Kong. Today I'm going to deliver 1.8 million reports, execute 25,000 trades, and avert 3,000 disasters. I'm going to monitor interest rates in Europe, silver prices in Asia, droughts in the Midwest. I'm going to witness 4 billion shares change hands on the New York Stock Exchange, and record the effects on 14 trillion in assets across 20,000 portfolios. I am Aladdin.
I am Aladdin. And today, I'll find the numbers behind the numbers. I am Aladdin. En 2007, à l'époque, plus de 40 institutions financières majeures dans le monde font déjà confiance à Aladdin. Parmi elles, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank, de véritables poids lourds de Wall Street. Aujourd'hui, Aladdin compte plus d'1 millier d'utilisateurs. Alors c'est peu en valeur absolue, mais ses clients, ce ne sont pas n'importe quel utilisateur. Ce sont des institutions majeures qui contrôlent une part énorme des capitaux mondiaux. On parle des plus grandes banques, des plus grands fonds de pension, des plus grands assureurs de la planète. Bref, une partie très significative de la finance mondiale. En clair, Aladdin pilote le risque et les décisions d'investissement d'une partie massive du système financier mondial. I am Aladdin. And I am A genius. Mais la puissance de BlackRock ne se limite pas à Aladdin. Elle repose surtout sur la gestion de 14 000 milliards de dollars et BlackRock posséderait et contrôlerait même toutes les entreprises de la planète. Pour comprendre cette montée en puissance de BlackRock, il faut remonter après la crise de 2008. À ce moment-là, certaines institutions financières sont en train de s'effondrer, mais pas BlackRock. Et on verra pourquoi. À ce moment-là, il y a une banque qui est en difficulté, qui a besoin de liquidités, c'est la banque Barclays. Elle décide donc de vendre à BlackRock sa filiale iShares, un rachat qui va changer toute l'histoire. Cette acquisition va littéralement faire changer BlackRock encore une fois de dimension, puisque c'est à partir de là que BlackRock va devenir le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Cette filiale iShares est en fait spécialisée dans les ETF, Exchange Traded Fund. Un ETF, c'est simple. C'est un panier d'actions. Quand vous achetez un ETF, vous investissez en réalité dans des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'entreprises en même temps. Résultat, le risque est mieux réparti. C'est ce qu'on appelle parfois la gestion passive. Pas besoin de prédire l'avenir ou de trouver la future pépite en bourse. Vous achetez tout le marché et vous le laissez travailler pour vous sur le long terme. Mais pour créer ces ETF, BlackRock doit donc acheter les actions des entreprises du monde entier qui sont dans ces ETF. Par exemple, le plus gros ETF de BlackRock est le iShares Core S&P 500. 757 milliards de dollars sont investis dessus. Il permet aux investisseurs de détenir les 500 plus grosses actions américaines. BlackRock doit donc détenir des parts dans les 500 plus grandes entreprises américaines en bourse. Et c'est exactement pour ça qu'on retrouve BlackRock partout dans les actionnariats des plus grosses entreprises et que BlackRock apparaît parmi les plus grands actionnaires institutionnels. Non pas par stratégie cachée, mais parce que son modèle économique l'exige. Et ce mécanisme ne concerne pas que les ETF. BlackRock fait exactement pareil avec des fonds d'investissement plus traditionnels. BlackRock investit l'argent confié par les épargnants dans des actions et dans des obligations bien réelles. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à faire ça. Ses concurrents directs, comme Vanguard ou Amundi en France, fonctionnent exactement sur le même principe. Mais voilà le point clé. D'un côté, BlackRock a Aladdin, un outil ultra puissant qui pilote une grande partie de la finance mondiale, et de l'autre, BlackRock est actionnaire de toutes les plus grandes entreprises de la planète. Forcément, ça nourrit beaucoup de mythes, de fantasmes et même de théories du complot. Mais vous allez voir que parfois, la réalité est encore plus impressionnante. BlackRock conseille des banques et même certains gouvernements. Alors, jusqu'où va le pouvoir de BlackRock? Sur l'économie, la finance mondiale, sur la politique? Est-ce que BlackRock contrôle vraiment l'économie mondiale? Mythe ou réalité? Démêlons tout ça ensemble. Premièrement, BlackRock posséderait et contrôlerait toutes les entreprises. Non, BlackRock ne possède pas toutes les entreprises, tout simplement parce que ce n'est pas son argent. C'est ce qu'on appelle en finance de l'encours sous gestion. L'argent est géré, mais pas possédé. Il y a une différence majeure entre posséder et gérer. Quand vous mettez votre appartement ou votre maison en gérance à une agence immobilière, votre maison vous appartient toujours. Heureusement, l'agence gère pour vous les petits travaux, la réception des loyers, les changements des locataires, mais votre maison n'appartient pas à Orpi ou à Square Habitat. Vous en êtes bien propriétaire. À tout moment, vous pouvez d'ailleurs changer d'agence. Ici, c'est pareil. Ce sont bien les épargnants, les investisseurs qui possèdent l'argent. Ils confient à BlackRock une mission. Par exemple, acheter les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse avec cet argent. Et BlackRock exécute la mission. Elle gère, mais ne possède pas. D'ailleurs, les investisseurs peuvent décider à tout instant de changer et de basculer de BlackRock vers Amundi ou vers Vanguard, par exemple. Mais attention,
ça ne veut pas dire que BlackRock n'a aucune influence pour autant. Lorsque vous achetez un ETF ou un fonds à BlackRock, c'est elle qui va voter à votre place aux assemblées générales des entreprises que vous possédez, même si l'argent ne lui appartient pas. Vous déléguez votre pouvoir de vote à BlackRock. C'est pour ça qu'on voit BlackRock comme actionnaire des sociétés. Sinon, les investisseurs seraient obligés d'acheter eux-mêmes des centaines, voire des milliers d'actions en direct, et s'ils voulaient voter lors des assemblées générales, eh bien, ils devraient participer à des milliers d'assemblées générales dans l'année et un peu partout sur la planète. Ça serait très chronophage, ça peut être d'ailleurs très coûteux de détenir soi-même les actions, et c'est aussi beaucoup plus risqué qu'un ETF qui, lui, dilue instantanément le risque. L'agrégation de tous ces investisseurs donne donc à BlackRock un poids important. Mais tout est relatif. Les positions de BlackRock au capital des grosses entreprises sont minoritaires, souvent moins de 8%. BlackRock est donc actionnaire par procuration d'une grosse partie du capital, mais pas du tout au point d'être majoritaire et de pouvoir contrôler les entreprises. BlackRock n'a pas le pouvoir absolu qu'on lui prête, mais son influence, elle, peut être bien réelle. D'autant plus que le montant de ses actifs sous gestion est colossal. BlackRock gère 14 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde. Si on compare uniquement les montants, c'est vrai. Mais encore faut-il comparer deux choses comparables. Et c'est pas du tout le cas. Le PIB, c'est un flux annuel. Il mesure tout ce qu'un pays produit en une année. Imaginez un robinet, le PIB, c'est l'eau qui coule pendant un an. Les encours sous gestion, eux, sont d'une autre nature. Ce sont des stocks, la quantité totale d'actifs à un instant précis. Là, on ne parle pas d'un robinet, mais d'un réservoir qui s'est rempli au fil des années. On compare donc deux choses complètement différentes, un flux et un stock. Alors oui, la comparaison peut être spectaculaire, mais elle est trompeuse. Et en économie, comparer un flux à un stock, ça n'a tout simplement pas de sens. D'autant plus que, comme on l'a vu, l'argent géré par BlackRock n'est pas l'argent de BlackRock. Bref, les chiffres impressionnent, mais ils sont souvent mal compris. Et quand on comprend mal les chiffres, on commence parfois à inventer des histoires. Aladdin serait pour certains un complot secret. C'est une idée assez répandue, mais vous l'avez compris, on a décortiqué ensemble ce qu'est Aladdin. Et pour clarifier les choses, Aladdin est un outil logiciel ultra performant qui utilise l'IA, qui sert à gérer les risques financiers et les portefeuilles, qui aide les institutions financières à analyser les risques de marché. Mais Aladdin n'est pas un complot secret, un cerveau mondial qui contrôle les marchés. Il ne prend pas de décision seul, il fournit des analyses et ce sont les humains et les clients d'Aladdin qui décident. Mais c'est précisément là que le sujet devient intéressant. Le vrai enjeu, ce n'est pas ce que fait Aladdin. C'est le fait qu'une immense partie des décisions financières mondiales passe par le même outil. Derrière le logiciel, il y a des femmes, il y a des hommes, avec leurs intérêts, leur vision du monde, leur pouvoir. Mais quand un seul système éclaire une part aussi massive de l'économie mondiale, il est quand même légitime de s'interroger sur qui tient la lampe. Larry Fink, le PDG de BlackRock, aurait tous les pouvoirs. Eh bien non, Larry Fink n'est pas le maître absolu du monde. En vérité, il possède moins d'1% de BlackRock. Le reste du capital est majoritairement détenu par des fonds de pension, des investisseurs institutionnels et d'autres gestionnaires d'actifs comme Vanguard ou State Street Global Advisor, les concurrents de BlackRock. Larry Fink a quand même un pouvoir de gouvernance, mais il ne peut pas décider tout seul. C'est un peu comme le capitaine d'un navire qui dirige la navigation, mais dont le bateau appartient à des milliers d'armateurs différents. Bon, on va pas se mentir, après son pouvoir d'influence, il reste fort. Sa fortune personnelle d'ailleurs est estimée à plus d'1 milliard de dollars. En 2018, il a d'ailleurs été classé numéro 28 sur la liste Forbes des personnes les plus puissantes du monde. Il est d'ailleurs invité un peu partout. Dernièrement, il a même été nommé coprésident du Forum économique mondial de Davos. L'influence de BlackRock est donc non négligeable, c'est certain. Mais jusqu'où s'étend réellement cette influence? Jusque dans les sphères des gouvernements et même du gouvernement français? Revenons à l'année décisive, 2008. C'est à partir de là que tout s'accélère et que BlackRock devient indispensable. La crise des subprimes met à terre l'économie mondiale. Tandis que certains souffrent, d'autres profitent de la crise et BlackRock a un atout dans sa manche, Larry Fink lui-même. Dans les années 2000, les fameux MBS envahissent la finance mondiale, tout le monde en veut, les rendements sont élevés, l'argent coule à flot et peu de gens regardent vraiment les risques. Larry Fink, lui, connaît ses produits mieux que quiconque.
Il sait exactement ce qu'ils peuvent rapporter et surtout ce qu'ils peuvent détruire. Alors, pendant que la plupart des acteurs se ruent sur les MBS, BlackRock reste relativement prudent. Larry limite son exposition, préférant se concentrer sur la compréhension du risque avec des projets comme Aladdin. Et il a raison, parce que les MBS deviennent le vecteur et même l'origine de la crise financière mondiale. Et pour bien comprendre le mécanisme, imaginez un pâtissier qui prépare des gâteaux aux fruits. En temps normal, il utilise de beaux fruits mûrs. Ces fruits sont des prêts immobiliers solides, mais pour vendre toujours plus, il commence à utiliser aussi des fruits trop mûrs, voire un peu moisis. Ça, ce sont les subprimes, des prêts risqués, accordés à des emprunteurs qui auront du mal à rembourser. Un emprunteur prime est solide. Prime veut dire qualité. Subprime veut dire sous la qualité, donc un emprunteur risqué. Notre pâtissier, pour cacher les fruits un peu moisis, mélange donc les bons fruits avec les mauvais. Il fabrique un énorme gâteau avec tout ça, qu'il découpe en parts. Ces parts, ce sont les MBS, des paniers de prêts de différentes qualités mélangées, vendus en parts. Et le pâtissier rassure tout le monde. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a quelques fruits abîmés, le gâteau global est sûr. Vous pouvez le manger. Au début, tout va bien. Les clients mangent le gâteau et rien ne se passe. Puis petit à petit, les parts contenant des fruits moisis commencent à rendre des gens malades. Les acheteurs se plaignent, plus personne ne sait quelles parts sont toxiques, et là, c'est la panique. Parce que plus personne ne veut ces gâteaux. C'est exactement ce qui se passe en 2008. La valeur de tous les MBS s'effondre, la confiance disparaît. Les banques ne se font plus confiance entre elles, plus personne n'ose acheter quoi que ce soit. Résultat, le marché entier se casse la figure. L'économie mondiale est paralysée, des banques réputées insubmersibles s'effondrent, la planète tout entière vacille, mais BlackRock, elle, est encore debout. En septembre 2008, la banque d'investissement américaine Lehman Brothers fait faillite, ébranlant dans son sillage le système financier mondial. L'une des tâches les plus urgentes consiste alors à déterminer la gravité réelle de la situation pour les divers instituts bancaires. Sur quels titres toxiques ont-ils spéculé? Quelle est l'ampleur des dégâts? Qui peut répondre à ces questions? Et surtout, à qui peut-on encore se fier? Alors, d'après vous, qui sera l'homme de la situation? Vous l'aurez deviné. Larry Fink assure au directeur de la Réserve fédérale de New York qu'Aladdin permettra à son équipe de reconnaître les titres toxiques. Le programme informatique de BlackRock devient la bouée de sauvetage de la Réserve fédérale, totalement démunie. À partir de là, la crédibilité et l'influence politique de BlackRock vont grimper en flèche. Son influence ne cesse de s'étendre, traverse les frontières et finit par arriver jusqu'en France. En juillet dernier, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée le grand patron de BlackRock, Larry Fink, à sa droite sur l'image. L'opposition soupçonne le géant américain de faire du lobbying pour un système de retraite par capitalisation et donc mettre la main sur l'épargne des Français. Alors, même si ce problème de retraite est réel, l'intervention de BlackRock est très mal perçue par le public français qui y voit une porte ouverte à une puissance étrangère. Et la polémique est encore alimentée par la Légion d'honneur remise au président de BlackRock France. Le 1er janvier 2020, Jean-François Cirilli, président de BlackRock France, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. C'est au pire un scandale, au mieux une incroyable maladresse. L'influence de BlackRock se fait alors plus discrète, mais elle ne diminue pas pour autant. La Banque Centrale Européenne, la BCE, la consulte régulièrement pour des missions de conseil et d'analyse sur des sujets financiers. Et pendant la crise du Covid-19, c'est encore à Larry Fink que la Réserve fédérale américaine, la Fed, s'adresse pour aider à stabiliser l'économie. En fait, BlackRock a souvent été utilisé comme une sorte de bouée de sauvetage par les gouvernements en période de crise. Alors, vous l'avez vu, même si son influence est bien réelle, la plupart des idées reçues sur BlackRock tombent quand on les analyse correctement. Pourtant, BlackRock est la cible de beaucoup de théories du complot. Elle est une cible idéale pour transformer son rôle réel en pouvoir central, omnipotent, malveillant. Pourquoi? Premièrement parce que c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, à 14 000 milliards de dollars, c'est difficilement représentable dans nos cerveaux. BlackRock n'est pas le seul à être puissant, puisqu'on a aussi Vanguard juste derrière avec 11 000 milliards de dollars, et State Street Global Advisor qui arrive en 3e position avec 5 000 milliards de dollars. Eux aussi brassent des sommes gigantesques, mais ils ne sont pas autant pointés du doigt parce qu'ils ne sont pas les numéros 1.
Deuxièmement, eh bien parce que BlackRock est partout, mais personne ne les connaît vraiment. Et cette idée, c'est le parfait terreau pour une théorie du complot, parce que ça donne l'image d'un ennemi invisible qui agirait en coulisses. En plus, BlackRock a un élément que les autres n'ont pas, Aladdin. Un outil forcément obscur pour beaucoup, qui brouille la frontière entre outils et pouvoir. Et puis troisièmement, c'est tout simplement un besoin humain connu en psychologie. On cherche un responsable unique. On cherche quelqu'un à pointer du doigt quand il y a une crise, quand il y a des inégalités. Et là où les autres gestionnaires d'actifs restent plus discrets, Larry Fink, lui, parle. Il parle de société, il parle de politique dans les médias. Et puis on pourrait ajouter aussi quelque chose. ETF, fonds indiciels, marché de capitaux, pour le grand public, ces mécanismes sont abstraits. Et quand un sujet est complexe, l'imagination comble les zones d'ombre. Pour notre cerveau, il est bien plus confortable de croire qu'un grand méchant tire les ficelles dans l'ombre plutôt que d'accepter que le système est complexe, qu'il y a des intérêts croisés et que personne ne le pilote vraiment tout seul. Au fond, c'est paradoxal, mais les théories du complot nous sont parfois beaucoup plus rassurantes qu'une réalité complexe et incertaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour démêler le vrai du faux de cet acteur incontournable de la finance mondiale. Et j'ai réalisé cette vidéo parce que je trouve que, personnellement, comprendre dans quoi on investit et qui gère notre argent est essentiel. Et selon moi, il y a encore un point de vigilance avec les ETF aujourd'hui, c'est la délégation du droit de vote aux assemblées générales. On pourrait très bien imaginer un monde où on aurait un modèle où BlackRock, Amundi, Vanguard et les autres demanderait et sonderait directement les investisseurs pour savoir quoi voter aux assemblées générales des sociétés que on détient. Et donc ne plus voter finalement à notre place. Bon, ça, c'est pas une utopie, puisque ça commence déjà à exister aux États-Unis et j'espère que ce modèle arrivera vite en Europe. À ce moment-là, il n'y aurait plus de pouvoir exercé par procuration, mais simplement une mission claire de gestion de portefeuille de la part des ETF au service des épargnants. D'ailleurs, on peut déjà analyser ce que votent les sociétés de gestion comme BlackRock, Vanguard, Amundi aux assemblées générales des entreprises et on voit déjà certaines sociétés de gestion ne pas forcément être d'accord et on voit aussi BlackRock prendre plutôt des positions qui sont assez défendables éthiquement, plutôt en faveur donc de critères dits ESG, donc l'environnement, la gouvernance, l'équité, etc. au sein de l'entreprise. Donc ça va plutôt dans le bon sens et d'ailleurs c'est assez transparent, vous pouvez voir déjà ce que vote BlackRock dans les grandes lignes, ça c'est déjà pas mal. Maintenant, si vous voulez apprendre à bien investir, reprendre en main votre argent, préparer votre retraite de façon rationnelle, j'ai créé avec S'investir une formation offerte pour poser les bases. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder. Et comme cette vidéo est un format assez nouveau pour nous chez S'investir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout quelle vidéo, quelle personne, quelle marque, quel format vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. C'était Mathieu de S'investir et on se dit à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous allez adorer l'histoire de Jack Bogle, le fondateur de Vanguard et le père fondateur des ETF, celui qui a défié Wall Street et a révolutionné l'investissement pour les particuliers en bourse. Cliquez ici pour découvrir son histoire maintenant.